Bonjour, je suis Christophe André, enseignant à l'autre prépa, et je vais tenter dans cette courte vidéo d'apporter quelques éléments de solution au cas pratique de droit civil qui a été donné au deuxième concours et troisième concours, donc les concours internes de l'ENM, en 2023. Étant précisé que, comme toujours, vous aurez une proposition de corrigé sous la rubrique des annales qui sera publiée au moment des résultats d'admissibilité en juillet, donc 2023. Alors, plusieurs précisions liminaires. C'est un cas pratique qui est très intéressant, qui ressemble plutôt à une consultation, d'ailleurs, puisque les questions sont ouvertes, qui ne présente pas de difficulté majeure. Il est bien calibré, il y a quelques petites subtilités, on va le voir. Donc là encore, il faut toujours bien lire l'énoncé et revenir à ces qualifications, puisqu'aussi bien on avait trois grandes séries de questions. Une première qui intéressait des rapports d'indivision entre Anne et Marie, donc on peut intituler la partie l'indivision entre Anne et Marie. Une deuxième série de difficultés qui renvoyait à l'intervention bénévole de Nicolas, on nous disait bien bénévole dans l'énoncé, intervention de Nicolas qui est monté sur le toit des voisins et ce qui a déclenché un incendie du fait du mauvais maniement d'un fer à souder. Et puis, une troisième difficulté, peut-être la plus subtile, qui concernait les rapports entre Benoît et Sandra, et qui intéressait cette fois à la fois le régime primaire des époux, donc du droit de la famille, somme toute, et on verra notamment les mesures de crise, et à titre subsidiaire, éventuellement du droit des personnes, et particulièrement l'habilitation familiale. Alors reprenons ça point par point. Première série de questions, donc les rapports entre Anne et Marie, qui ont hérité d'un appartement dans le centre-ville de Tours, dont elles sont en indivision. On peut supposer que c'est une indivision légale, puisque rien n'indique, comment dirais-je, un contrat entre les sœurs, donc c'est sans doute à titre supplétif l'indivision légale qui prévaut. Et avant même que les parents ne meurent, il y avait déjà une occupation de Marie, qui à l'époque était la moins fortunée des deux sœurs, occupation qui s'est poursuivie ultérieurement. Et là, comment dirais-je, non, c'est Anne, la moins fortunée des deux sœurs. Marie vient nous consulter parce qu'elle est un peu lassée, non seulement de devoir tout assumer, les charges, les taxes, etc., le frais de réparation de chaudière, mais aussi parce que finalement elle aimerait bien, comment dirais-je, se séparer de cet appartement. Donc, au sein de cette indivision légale, on mobilise donc les articles 815 et suivants. On a trois séries de difficultés. La première qui tient donc à, comment dirais-je, la somme qui pourrait être réclamée par Marie, eu égard à tout ce qu'elle a avancé comme fonds. Deuxième série de difficultés s'agissant de l'indemnité qui pourrait être due par Anne en raison de son occupation exclusive de l'appartement. Et troisième série de difficultés s'agissant de la vente de l'appartement. Pas de difficulté majeure pour ce qui est de tout ce qu'elle a dû assumer, Marie. L'article 815.2 nous dit bien que de toute façon, si jamais il n'y a pas assez comment dirais-je, de ressources dans l'indivision et qu'un indiviseur assume tout, eh bien, il pourra se retourner ensuite contre le ou les autres indivisaires pour les obliger à contribuer. Et au titre de l'article 815.13, on nous dit que ça se réglera dans les comptes, finalement, une fois liquidée l'indivision. Pas de difficulté. Pour ce qui est de l'indemnité due par Anne en raison de son occupation exclusive de l'appartement, il est vrai que, de toute évidence, c'était plutôt une occupation à titre gratuit, donc dit autrement un commodat, un prêt à usage, et non pas un bail, contrat à titre onéreux. À partir de là, il y a un manque à gagner pour l'indivision. Donc, eu égard à 815.9 alinéa 2, on peut tout à fait, bien sûr, estimer qu'une indemnité est due, puisqu'il y a un manque à gagner au regard des fruits civils qui auraient pu être obtenus, c'est-à-dire des loyers, étant précisé que cette indemnité est due à l'indivision et non pas à Marie spécifiquement. Ça veut dire que Anne, elle va être débitrice, c'est vrai, d'une indemnité qui sera calculée en tenant compte, certes, de la valeur locative d'un bien de ce type dans le centre-ville de Tours, mais on nous dit bien dans le Code civil qu'on peut tenir compte d'autres éléments, et peut-être qu'on tiendra compte de son impécuniosité à l'époque, du fait qu'elle,
comment dirais-je, Marie ne s'opposait pas à ce que Anne soit dans les locaux, etc., etc. Bon, une indemnité sera due, mais à l'indivision, ce qui fait que Anne, débitrice de cette indemnité, en bénéficiera aussi d'une certaine manière lorsqu'on réglera les comptes de l'indivision. Hein, ça, il faut bien le percevoir. Et ensuite, troisième série de questions, est-ce qu'on peut, oui ou non, mettre en vente ce bien? Ça, nous l'avions vu et revu hein, lorsque nous avions traité de l'indivision. C'est une situation éminemment précaire, il y a un droit au partage qui ne pose pas de problème. Et alors, de deux choses l'une, soit il y a un accord entre les sœurs, ça peut se faire de façon amiable, soit c'est pas le cas, et dans ces cas-là, Marie va pouvoir solliciter du tribunal judiciaire un partage de l'indivision, sachant que le jugement sera déclaratif. Il peut y avoir ensuite soit, je dirais, comment dirais-je, une vente classique, soit une vente sur licitation. Une fois cette vente opérée, on fera un calcul des comptes de l'indivision, on verra qui est créancier, qui est débiteur, des compensations pourront avoir lieu. De toute évidence, Marie, qui a assumé plus de choses, sera sans doute davantage créancière, mais il y aura quand même une somme qui reviendra à Anne, dont il nous est dit d'ailleurs qu'elle était revenue à meilleure fortune désormais, ce qui, soit dit en passant, lui permettra de faire face à ses prêts à la consommation non remboursés. Donc voilà, à gros traits, et je le repréciserai dans la version écrite, ce qu'on pouvait dire de cette première série de questions sur l'indivision légale, hein, je le répète, entre Anne et Marie, ces deux sœurs qui ont hérité d'un appartement à Tours. Deuxième difficulté, l'incendie déclenché par, nous dit-on, l'intervention bénévole de Nicolas. Donc les faits, c'était Nicolas qui se propose de monter sur le toit des voisins parce qu'ils ont une difficulté avec l'étanchéité de leur cheminée, hein, du solin qui est autour de la cheminée. Et il manie mal son fer à souder, ça déclenche un incendie. L'assureur, alors les voisins sont des gens âgés, hein, ils ont 90 ans, nous dit-on, et ils ont une petite retraite. Bon, l'assureur a pris en charge les frais de réparation, mais voilà que subrogés dans les droits des victimes, là, les voisins, ils se retournent contre Nicolas. Et Nicolas s'inquiète parce qu'il se dit, voilà, à quoi je dois m'attendre? Est-ce que je serai assuré pour cela ou non? Bon. On sentait bien que ça clignotait du côté de la convention d'assistance bénévole, et c'était un peu normal parce que, comme nous l'avions vu, il y a une sorte de surprenant réveil hein, de l'assistance bénévole. L'assistance bénévole, le contrat d'assistance bénévole, vous le savez sans doute, c'est une sorte de fiction de contrat qui a été promue par, comment dirais-je, la jurisprudence dès la fin des années 50, en 1959 plus précisément, qui fait l'objet de vives critiques doctrinales, hein, indéniablement, parce que l'idée c'est quand une personne prend en charge l'affaire d'une autre, eh bien potentiellement on peut y voir un contrat d'assistance bénévole, ce qui nous oblige à nous situer sur le terrain contractuel, hein, eu égard au principe du non-cumul, ce qui veut dire que l'action récursoire du, comment dirais-je, de l'assureur se jouerait sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, ancien article 1147 du Code civil. Et je répète, en dépit de toutes les critiques doctrinales qui ont pu être adressées à cette convention d'assistance bénévole, on a eu une salve d'arrêts là, en 2020, 2021, 2022, qui ont montré que la première chambre civile n'était pas disposée finalement à cantonner sa construction. Elle est prête à admettre un partage de responsabilités sur le fondement de la convention d'assistance bénévole. C'était un arrêt du 5 mai 2021. Elle est prête également à considérer que l'assistant, quand bien même il ne commet qu'une faute simple d'imprudence, engage sa responsabilité. C'était un arrêt de la première chambre civile du 5 janvier 2022. Dont les faits étaient, soit dit en passant, très proches de ceux qui ont été soumis à votre sagacité. Donc c'est vrai qu'on sentait bien que ça clignotait de ce côté, mais il fallait peut-être rappeler que, je vais le dire à Nicolas, ça dans la consultation, qu'un autre fondement est possible, un fondement concurrent. Et ce fondement concurrent, c'est bien sûr celui de la gestion d'affaires, hein, 1301 et suivant, tout simplement parce que ce quasi-contrat légal, fait juridique licite, est aussi tout à fait adapté lorsqu'une personne prend en charge les affaires d'une autre. Et soit dit en passant, pour ce malheureux Nicolas, on peut lui dire, évidemment,
Ça pose la question de votre couverture assurantielle. Est-ce que vous êtes assuré pour des faits juridiques, au contraire pour des actes juridiques? Et on peut dire à Nicolas aussi, écoutez, que ce soit sur le terrain de la gestion d'affaires, où on demande finalement au gérant d'apporter à l'affaire d'un autre le même soin qu'il aurait apporté à sa propre affaire, ou sur le terrain de la convention d'assistance, où là, je le répète, la jurisprudence considère qu'une faute simple d'imprudence de l'assistant suffit à engager sa responsabilité, son affaire est quand même mal engagée à Nicolas. Et bien sûr, il pourrait essayer de faire valoir une faute de la victime en quelque sorte, c'est-à-dire soit on se situe sur le terrain de la gestion d'affaires et c'est une faute des maîtres, soit on se situe sur le terrain de la convention d'assistance et c'est une faute des assistés. Mais enfin, on insiste lourdement sur le fait que ce sont des personnes âgées, donc certes on nous dit non pas sécuriser le chantier, mais enfin à 90 ans c'est quand même difficile de sécuriser le chantier, c'est une tâche sans doute trop lourde pour des personnes âgées, et par ailleurs on pourrait peut-être leur imputer à faute le fait de ne pas avoir fait appel à des professionnels pour cette réparation de la cheminée, mais là encore ça peut être discuté, ça relèvera de l'appréciation souveraine des juges du fond, puisqu'aussi bien on nous dit qu'ils avaient une petite retraite. Donc voilà. Ici, pour cette deuxième question, on pouvait faire du si alors, soit l'action récursoire de l'assureur se situe sur le terrain de la gestion d'affaires, quasi-contrat légal, fait juridique licite, soit elle se situe sur le terrain de la convention d'assistance, qui, je le répète, est une fiction de contrat, qui nous oblige, eu égard au principe du non-cumul, à nous situer sur le fondement de 1231-1 et seulement sur le fondement de 1231-1, qualification qui, aussi artificielle soit-elle, aussi fustigée soit-elle par la doctrine, continue, et ça, je l'avais rappelé, et vous l'aviez aussi dans votre polycopier, continue à avoir les faveurs de la première chambre civile, y compris, et ça a de quoi décourager toute assistance bénévole, lorsqu'on nous dit que une simple faute d'imprudence, et c'était le cas ici, il a mal manié, il a été maladroit dans le maniement du fer à souder, une simple faute d'imprudence suffit à engager la responsabilité de Nicolas. Donc, sa seule planche de salut, je le répète, ce serait peut-être un partage de responsabilité, mais cela méritait d'être discuté, eu égard, je le répète, à la faute supposée des assistés ici, qui sont quand même des personnes âgées de 90 ans. Et alors, une fois encore, vous voyez, sur ce va-et-vient entre le droit et le fait, entre ce que vous savez des qualifications et la manière dont vous déroulez votre syllogisme, une fois posés les majeurs, la façon dont vous discutez les faits dans la mineure, on voit bien la particularité de la consultation lorsqu'on est dans la troisième série de difficultés, c'est-à-dire les déboires de Sandra et Benoît. Puisqu'ici, on a affaire à un couple qui est marié depuis 2 ans, nous dit-on, pardon. Benoît, c'est un jeune chef d'entreprise qui, passionné d'équitation, a fait une très mauvaise chute de cheval, qui l'a laissé quand même lourdement handicapé physiquement, nous dit-on, et il rencontre des difficultés pour se situer dans le temps et l'espace. Bon. C'est Sandra, l'épouse, qui vient nous consulter parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Peu de temps après le mariage, donc ils avaient acheté ensemble une maison et puis ils avaient aussi souscrit, Benoît avait souscrit un contrat d'assurance vie. Et si Sandra vient nous consulter, c'est parce qu'elle aimerait, nous dit-elle, qu'on lui précise les conséquences juridiques de ce drame et la procédure qu'elle devrait éventuellement engager pour obtenir satisfaction, c'est-à-dire aussi bien pour la vente de leur maison, qui n'est plus adaptée désormais, eu égard au handicap de Benoît, et puis récupérer les sommes qui ont été placées sur le contrat d'assurance vie, sachant que c'est Benoît le souscripteur. Alors ici, moi c'est la question que j'ai trouvée la plus intéressante et peut-être la plus subtile. D'abord parce que, alors ça vous l'aviez vu avec Juliette Morel-Marroger, dès lors qu'un couple est marié et qu'on vous parle de ce genre de difficultés, vous devez tout de suite aller sonder le régime primaire, et particulièrement les mesures de crise des articles 217, 218, 219 du Code civil, 217, l'autorisation judiciaire, 218, le mandat, mais le mandat conventionnel, et 219, la représentation
cette fois-ci judiciaire. Et ce n'est qu'à titre subsidiaire, nous rappelle l'article 428 du Code civil, que l'on peut aller ensuite sonder les règles de protection des majeurs. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on teste votre capacité à articuler les corps de règles. Ici, le régime primaire, qui doit être sondé en priorité, et au sein de ce régime primaire, particulièrement les mesures de crise, je répète, des articles 217 à 219. Et puis, ce n'est que si ce régime primaire ne correspond pas exactement aux besoins de la situation factuelle, qu'on peut alors mobiliser les règles de protection des majeurs. Et ici, on va le voir notamment, particulièrement l'habilitation familiale de 494 et suivant du Code civil. Alors allons-y pour sonder en quelque sorte les règles du régime primaire. Là, on est un petit peu comme avec un camailleux de solutions juridiques, et puis on les rapproche des faits et on voit si ça colle ou non. Bon. Parce que on pense déjà à 218. Bon, 218, je le répète, c'est l'hypothèse où, comment dirais-je, Benoît donne mandat à Sandra. Et évidemment, ça suppose qu'il ait bien sûr toute sa tête, toute sa volonté. Il donne toutes ses facultés mentales. Il lui donne un mandat, et il lui donne un mandat aussi bien pour, je le répète, la vente de l'appartement que pour récupérer les fonds. Étant précisé que récupérer les fonds sur un contrat d'assurance vie, c'est normalement un droit personnel du souscripteur, de Nicolas, de Benoît, pardon, et ça suppose, bien sûr, qu'il n'y ait pas un tiers bénéficiaire autre que Sandra ou l'enfant qu'ils ont eu ensemble, qui n'a pas, de façon irrévocable, déjà, en quelque sorte, accepté le droit qui était conféré en sa faveur. Mais si on estime qu'il n'est pas en état de manifester sa volonté, alors on peut aller chercher du côté de 217 ou 218. De 217 ou 219. 217, c'est l'autorisation judiciaire, et ça, c'est très intéressant pour la maison, qui est un logement familial, et vous savez que le logement familial fait l'objet d'une protection éminente, au titre de l'article 215, alinéa 3 du Code civil. Peu importe son statut juridique, d'ailleurs, il fait l'objet d'une protection éminente, il est soumis à une règle de cogestion, et lorsque la cogestion n'est pas possible parce que un des deux n'est pas en état de manifester sa volonté, alors on peut demander l'autorisation judiciaire de 217. Et 217, ça suppose que les deux potentiellement avaient un pouvoir, mais qu'un des deux est hors d'état de manifester sa volonté. Donc ça marche, si je puis dire, pour le logement familial. Quant à 219, ça peut être une solution pour le contrat d'assurance vie, alors que 217, je le répète, ne peut pas être une solution pour le contrat d'assurance vie, pour une bonne raison, c'est qu'elle, comme c'est un droit personnel du souscripteur, elle n'aurait pas eu de droit, Sandra. Non, 219, ça peut être intéressant pour le contrat d'assurance vie. Ça suppose qu'il soit hors d'état de manifester sa volonté. Et dans ces cas-là, on pourrait débloquer les fonds, récupérer les sommes. Mais vous voyez quand même que la particularité ici, en tout cas pour 217, l'autorité judiciaire l'autorisation judiciaire, ou 219, la représentation judiciaire, c'est qu'il faut être hors d'état de manifester sa volonté. Et quant à 218, c'est une représentation, et une représentation conventionnelle. Or, quand on lit bien les faits, on nous dit, écoutez, bien sûr, il va pas très bien, Benoît, il est lourdement affecté physiquement, mais on nous dit trouble spatio-temporel. Peut-être qu'aucune de ces solutions du régime primaire n'est satisfaisante. Pour une bonne raison, c'est que, et ça c'est un des paradoxes de l'articulation de nos règles entre le régime primaire et les mesures pour les majeurs protégés, c'est que il n'y a pas d'assistance, tout simplement, dans le régime primaire. Il y a de la représentation ou de l'autorisation. Alors moi, j'ai le sentiment, en lisant ces faits, mais peut-être n'est-ce pas la bonne grille de lecture, que on nous mettait sur la piste de ce dont il a besoin, Benoît, c'est d'être assisté. Pas représenté, non, assisté. Et d'ailleurs, il n'est peut-être pas hors d'état de manifester sa volonté, comme l'exigent les articles
217 et 219. Et c'est là qu'on basculait dans un deuxième temps en disant, bah alors, si ce qu'il lui faut, c'est de l'assistance, le mieux, c'est peut-être d'aller sonder à titre subsidiaire les règles de l'habilitation familiale, et notamment 494.1 à 494.12. Bon. Quand on reprenait les conditions étaient bien réunies. D'abord, l'épouse peut tout à fait être habilitée, c'est bien. On est d'accord aussi que on nous dit que c'est à titre subsidiaire, ben on l'a vu, cette condition peut être remplie. On nous dit aussi qu'il suffit, si je puis dire, pour avoir 494.1, que ce soit des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. Et puis surtout, sur le fondement de l'habilitation familiale, qu'on peut aller chercher devant le juge du contentieux de la protection, on va pouvoir seulement avoir de l'assistance. C'est pas forcément une habilitation familiale avec représentation, c'est seulement avec assistance. Étant précisé, et je crois que c'est là qu'on voulait nous mener, que s'agissant du contrat d'assurance vie, il est hors de question d'admettre que l'habilitation générale soit suffisante. Je m'explique. La Cour de cassation a été interrogée là-dessus, et elle a rendu un avis intéressant d'ailleurs le 20 octobre 2022, en considérant que de la même manière qu'un tuteur ne peut pas seul débloquer les fonds d'un contrat d'assurance vie, la personne habilitée dans le cadre de l'habilitation familiale ne peut pas le faire. Bon. Et ça se comprend parfaitement eu égard à la potentielle opposition d'intérêt, pour reprendre la formule de 494-6 du Code civil. En effet, le tiers bénéficiaire, vous savez que ce qui gît comme mécanisme civiliste derrière la contrat d'assurance vie, c'est la stipulation pour autrui express. Le tiers bénéficiaire, c'est pas forcément, comment dirais-je, Sandra ou son enfant. Et il y a une jurisprudence constante qui affirme que le droit du souscripteur, c'est un droit personnel. Ce qui veut dire que quand bien même Sandra obtiendrait une habilitation familiale, il faudrait que dans le cadre de cette habilitation familiale, elle obtienne une autorisation spéciale d'accomplir cet acte de disposition qui est la récupération des sommes. Bon. Et pour cela, il faudrait qu'elle prouve que c'est dans l'intérêt de Benoît, parce que autant pour obtenir si vous voulez, un certain nombre des mesures de crise de 217 et suivants, c'est surtout l'intérêt de la famille qui prévaut. Là, on est dans la mesure de protection, il faut prouver que c'est dans l'intérêt de Benoît, que ce soit son intérêt patrimonial ou son intérêt personnel. Ça peut se démontrer, ça. Ça peut se démontrer parce que intérêt patrimonial, il est sans emploi, de toute évidence, son entreprise. Et intérêt personnel, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir le faire vivre, et puis surtout, ensuite, une fois qu'on aura pu vendre le logement, de trouver un logement plus adapté, ce qui vaudra aussi pour la qualité de vie, en quelque sorte, de Benoît, c'est son intérêt plus personnel. Et donc on voit que si on avait d'abord en quelque sorte sondé, décrypté les règles du régime primaire impératif, notamment les mesures de crise, et qu'on arrivait à la conclusion que peut-être ce dont avait besoin Benoît, c'est moins d'une représentation, mais seulement d'une assistance, alors on basculait dans l'habilitation familiale de 494-1 et suivant, et au sein de cette habilitation familiale qu'on peut venir quérir auprès du juge des contentieux de la protection, eh bien ma foi, on réclamait une autorisation spéciale du juge, conformément à ce qu'a pu dire dans son avis la première chambre civile le 20 octobre 2022, pour débloquer les fonds qui sont sur l'assurance vie. Et je répète, je crois que c'est peut-être cela qui était attendu. C'est ouvert, mais quand on nous dit il est lourdement handicapé physiquement et il n'a pas tous ses repères spatio-temporels, est-ce que ça signifie qu'il est hors d'état de manifester sa volonté au sens de 217 et 219? Est-ce que ça suppose qu'il ait besoin d'une représentation conventionnelle au sens 218? Peut-être pas. Peut-être a-t-il seulement besoin de quelque chose de plus léger, si je puis dire, l'assistance, sachant que si les choses tournent au pire, c'est-à-dire qu'en gros, si l'état de Benoît venait à s'aggraver, il faudrait me rappeler, et ça vous l'aviez vu aussi, que quand bien même on commence, si je puis dire, sur le terrain de l'habilitation familiale,
qui paraît adapté ici eu égard aux grands principes directeurs aussi du droit des majeurs protégés, c'est-à-dire proportionnalité, dignité, etc., eh bien, on a ensuite des passerelles qui permettent, si les choses évoluent mal, si je puis dire, d'aller vers des régimes de protection plus lourds. Bon. Et donc, voilà quelques éléments de réponse. Vous voyez que c'était un beau cas pratique, je trouve, intéressant, une belle consultation, disons. Vous voyez aussi que pour s'en sortir, il fallait revenir tout simplement à ces fondamentaux, là encore, hein, les qualifications, indivision légale, convention d'assistance versus gestion d'affaires, ou bien encore régime primaire impératif et mesures de protection et notamment l'habilitation familiale. Au sein ensuite des développements, être capable de distinguer un contrat à titre gratuit, Commoda, pour le prêt à usage par exemple, qui avait été fait au bénéfice de Anne pour l'appartement versus bail, contrat à titre onéreux, être capable également de distinguer des actes conservatoires, hein, parce que par exemple payer des impôts, payer des taxes, ce sont des actes conservatoires, ou au contraire des actes de disposition, comme par exemple vendre le logement, ici le logement de la famille, ou bien récupérer les sommes sur un contrat d'assurance vie, étant précisé que pour ce qui est du logement familial, en troisième partie, enfin en troisième question, nous avions beaucoup insisté sur la protection imminente dont il fait l'objet, et j'y insiste, quand on lit bien 215.3, certes, ici, il a été acheté à deux, donc il devrait être vendu à deux, mais de toute façon, quelle que soit sa nature, quand même, c'est impropre. Dès lors que c'est un logement de la famille, il est soumis à un principe éminent de cogestion, puisque pour le dire comme Judith Rochefeld, hein, ce logement familial, c'est une sorte de patrimoine de dignité, en quelque sorte. Il n'a pas seulement une valeur patrimoniale, il a aussi une valeur extra-patrimoniale, puisque c'est le lieu où vit non seulement le couple, ici, hein, Sandra et Benoît, mais aussi leur enfant. Donc voilà quelques pistes de solutions pour ce cas pratique du concours interne de la magistrature 2023. Et je répète, je vous proposerai une version écrite du corrigé qui sera bien sûr plus détaillée, hein, plus amplement détaillée. Elle sera entièrement rédigée. Elle sera sur le site au moment de la publication des résultats d'admissibilité. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau et ultime corrigé de ces annales 2023. Au revoir.